Bienvenue à vous, Christiane Taubira. Nous allons parler évidemment de votre ministère. Nous allons parler de l'intervention en Centrafrique, de la situation politique, de l'antiracisme et puis de cette question un peu surréaliste qui est celle de la prostate du président. Alors vous considérez, parce que finalement vous êtes une responsable politique maintenant importante, est-ce que quand on a des fonctions importantes, il faut être totalement transparent ou est-ce que vous considérez qu'il existe une zone qui est celle de la vie privée? Enfin tout de même, c'est une opération qui a eu lieu en 2011. Le président de la République ne l'était pas. Alors, il fait quoi? Il fait la rétrospective de son état de santé. Moi, je peux vous expliquer qu'à 19 ans, j'ai été opérée de l'appendicite aussi. J'avais même pas d'appendicite. Donc, c'est un emballement médiatique ridicule. Mais moi, il a donné 2 bulletins de santé, d'ailleurs, qu'on connaît. Oui, mais voilà, donc en tant que président de la République, il a des devoirs vis-à-vis des Français, mais il n'a pas raconté toute sa vie médicale d'avant. Mais pourquoi les médias considèrent-ils donc moi, parce que je fais partie des médias, qu'il faut absolument que tout soit transparent, tout. Ce matin, l'Opinion titre, justement, c'est pour ça que je citais cette phrase, au fond, autorité suprême, transparence suprême. Écoutez, franchement, la transparence, c'est une grande vertu des régimes totalitaires. Donc je pense qu'en démocratie, on doit quand même s'interroger. Et puis la France doit s'interroger aussi sur ce qui lui est particulier. Est-ce qu'elle est obligée de renoncer à tout? Est-ce qu'elle est obligée de se livrer comme d'autres démocraties qui ont fait le choix justement de cette absolue transparence? Est-ce qu'elle est obligée elle aussi, de renoncer à sa sensibilité, à ses particularismes, au rapport très très singulier qu'elle avait? De la vie privée, parce justement, qu'il y a des lois en France, voilà, absolument. Mais je et la France, et en termes, mais oui, c'est bien justement à ce niveau aussi que je prends le sujet, c'est-à-dire qu'il y a une question éthique qui se pose là. Est-ce qu'on a le droit de scanner la vie, la pensée, le quotidien des personnes? Si je l'ai redouté, oui. Non, d'abord j'ai eu droit, mais surtout j'ai droit à des mensonges, parce qu'on invente beaucoup. C'est quand même la dérive un peu naturelle de cette curiosité qui vraiment ressemble à du voyeurisme, en tout cas son approche. La dérive naturelle, c'est d'inventer ce qu'on n'arrive pas à savoir, ce qu'on ne sait pas. Et puis quand on trouve qu'il n'y a pas de scandale, il faut inventer le scandale. On est quand même un peu dans cette période, et je pense que la France peut se ressaisir justement en tant que France, qui a construit une culture particulière du rapport aux autres. Mais vous n'allez pas intervenir. Enfin, je veux dire, par là, le président Hollande ne va pas, de son point de vue, porter plainte pour justement atteinte à sa vie privée. Ce serait donner inutilement de la propagande et de l'importance à un événement. Vous avez dit, en tout cas, le chroniqueur tout à l'heure a dit... Guillaume Tabar, oui. L'opposition s'est bien tenue. Alors, beaucoup de questions à vous poser concernant le ministère, la situation politique et vous-même. D'abord, sur tous les sites qui vous concernent, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent. Au fond, est-ce que c'est une rockstar de la gauche et de l'antiracisme ou est-ce que c'est une ministre de la Justice? Vous l'avez lu. Vous leur répondriez quoi ce matin? Non, je lis pas. Je lis des choses sérieuses. D'abord de la très belle littérature, de la poésie, mais je lis surtout beaucoup de dossiers et beaucoup de notes. Beaucoup de rapports, donc je n'ai pas le temps de lire des choses comme ça. Il y a des gens qui, heureusement, ont beaucoup d'oisiveté dans leur vie et peuvent passer leur temps à scruter la vie des autres et à la commenter. Je suis garde des Sceaux, je ne pense pas que qui que ce soit puisse le contester. En 18 mois, mon bilan est là, il est dense, il est conséquent. Mes perspectives sont là aussi, elles sont tracées, les chantiers sont ouverts. Et l'allusion, c'est celle à des réunions type celle du Théâtre du Rond-Point. Rachida Dati disait à votre place il y a quelques jours, oui, mais tout ça est bien gentil, tout le monde est contre le racisme, mais en fait, la gauche est en train d'utiliser l'antiracisme pour faire monter le Front National et se maintenir au pouvoir. Derrière ces allusions que vous dénoncez, il y a des arguments politiques. C'est-à-dire ils sont en train de nous coincer. C'est qui il? La gauche, c'est ce procès qui existe depuis François Mitterrand. C'est-à-dire de dire qu'au fond, en poussant des hurlements sur l'antiracisme, on fait monter le Front National pour se retrouver au 2e tour de l'élection présidentielle face, par exemple, à Marine Le Pen. C'est ça l'arrière-pensée qui vous est adressée, non pas à vous, Christiane Taubira, mais à la gauche dans son ensemble. Parce que sans doute, il est banal qu'une garde des Sceaux soit traitée de guenon. Et que c'est tellement banal qu'on passe par-dessus. Non, mais je vous demande. C'est tellement banal qu'on passe dessus. Alors, il y a des intellectuels et des artistes qui ont souhaité dire à haute voix qu'ils sont contre ces pratiques, que c'est dangereux pour la société, et que ce que je dis depuis le premier jour moi-même, c'est extrêmement dangereux pour des millions d'adolescents, de jeunes et de femmes et d'hommes dans ce pays. C'est ça l'enjeu. Le racisme est un délit qui mène parfois et même souvent au crime. Donc ça n'est pas banal, ça n'est pas dérisoire. Et il est normal que des intellectuels s'expriment et permettent à la société française tout entière de lire clairement ce que signifient ces injures. Il est normal que des intellectuels et des artistes élèvent leur voix parce que ces voix qui se propagent. Vous savez, je circule souvent à vélo et souvent au feu,
il y a d'autres cyclistes qui me disent, d'abord qui m'encouragent, mais qui me disent on ne comprend pas comment on entend davantage ceux qui ne représentent pas la majorité de l'opinion française. Et je suis persuadée de cela. Voilà. Donc, le commentaire de Mme Dati, pardon de ne pas la prendre comme référence. Oui. Une soirée comme celle au Rond-Point, c'est une soirée dense, avec du contenu. Ça n'était pas une opération people. C'était des artistes sérieux, des artistes, des intellectuels, des personnes qui ont lu de très beaux textes, des graffeurs qui ont dessiné des choses magnifiques, des humoristes qui ont dessiné de très belles choses aussi sur l'écran, et une très grande diversité de propos. Mais la question portait effectivement sur l'événement lui-même, vous y avez répondu. En plus, c'est une tradition française. Zola, Dreyfus, etc. On connaît cette tradition française et personne n'est vraiment contre. La question, c'est l'arrière-pensée politique. C'est-à-dire, est-ce que la gauche, c'est un des grands arguments de la droite, la gauche dit depuis François Mitterrand et encore aujourd'hui avec François Hollande, elle utilise l'antiracisme comme une arme pour exaspérer une partie de la France, finalement, qui vote Front National et qui permettra à la gauche de se retrouver tranquillement au second tour de la présidentielle face à Marine Le Pen. Vous connaissez cet argument, vous n'êtes pas il ne m'intéresse pas. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a ceux qui utilisent le racisme, justement, pour discréditer du travail. Parce qu'il n'est pas un argument en soi, il est un procès d'intention. Vous me dites vous-même qu'ils disent qu'il y a des arrière-pensées. C'est un procès d'intention. Je dis, moi, par contre, que le racisme est utilisé pour discréditer une personne, une fonction et un travail avec des prises de position. Qu'on attaque mes prises de position, qu'on attaque mes options politiques, cela ne pose aucun problème. Mais ils l'ont fait aussi, puisqu'ils ont dit qu'en fait, en matière de délinquance, vous étiez laxiste. Qu'ils le poursuivent, absolument. Ils sont incapables de le démontrer, ils sont absolument incapables de l'illustrer, mais personne ne leur demande d'argumenter, personne ne leur demande de documenter, on relaie simplement qu'ils ont décrété que je suis laxiste. Donc, mais ça, c'est une bataille un peu ordinaire. Il ne s'agit pas de lutter contre il ne s'agit pas de faire de l'antiracisme l'alpha et l'oméga du programme de la gauche, de l'action de la gauche et des combats de la gauche. Mais la gauche a raison d'être au rendez-vous lorsque le racisme recommence à prospérer, parce que le racisme est dangereux. Il est dangereux. Il est illégal et dangereux. C'est responsable du Front National qui, justement, a eu ces mots désobligeants, et plus que désobligeants avec Ricard, elle a été sanctionnée. Là, on a convoqué le maire de Roquebrune, UMP, qui a été convoqué par l'UMP pour des propos désobligeants sur les Roms aussi. Est-ce que vous avez l'impression que, finalement, quelque chose est en train de changer ? Je ne sais pas, et peu importe. Je veux dire que l'UMP et le Front National, mais surtout le Front National, n'a qu'à régler ses problèmes internes. Alors manifestement, c'est un parti qui exclut très vite, très fréquemment. C'est son affaire, il règle ses problèmes internes. Ce qui compte, c'est comment nous faisons société. Que signifie le pacte républicain ? Que signifie le contrat social ? Que signifie une société, une nation civique ? S'ils les sanctionnent, c'est parce que Marine Le Pen a l'intention de dédiaboliser le Front National pour rentrer dans le pacte républicain et donc jouer un rôle politique. Le pacte républicain, le pacte républicain, ça a un contenu. Donc le pacte républicain, c'est son affaire. Pardonnez-moi, si vous m'aviez invité pour parler de Marine Le Pen, je ne serais pas venue. Non, mais je vous pose une question sur la situation politique, c'est normal. Oui, mais bien sûr, je suis en train de vous répondre. Je vous dis que le pacte républicain, c'est quelque chose de précis. C'est quelque chose de précis. Il y a la devise républicaine, il y a l'article 1er de la Constitution, et il y a toutes les lois qui alimentent, qui nourrissent à la fois ces devises, cette éthique et ces principes. Donc c'est ce pacte républicain qui est mis en cause par des injures racistes qui finissent souvent par des actes racistes. Et c'est ça qui m'intéresse. D'où que ça vienne. Il se trouve que ça vient, effectivement, d'abord d'une élue du Front National. Mais d'où que cela provienne, il faut le combattre, parce que sinon cela met en péril la société tout entière. C'est le lien social qui se défait. Mais alors, est-ce que de ce point de vue là, justement, il eût été important de réfléchir plus profondément à l'autorisation même du Front National ? Mais franchement, ça n'est pas mon sujet. Le Front National est un parti. S'il n'est pas interdit, c'est que les lois de ce pays permettent qu'il existe. Et c'est tout. Mais moi, je refuse d'entrer dans ce jeu qui existe depuis plusieurs années, quelques années maintenant, et qui est constamment alimenté pratiquement quotidiennement, qui consiste à faire du Front National la référence suprême, le sujet incontournable, l'objet de toute discussion. L'affaire du pain au chocolat de Jean-François Copé, ce serait justement ça.
cette espèce Il y a d'infusion. incontestablement une porosité, absolument, absolument. Il y a plus de 10 ans qu'on a parlé de l'eupénisation des esprits. Il y a plus de 10 ans de cela. Bon, simplement, voilà, moi, je n'ai pas l'intention d'y participer. Je ne vais pas commenter non plus les dérives des uns et des autres. Voilà, moi, je vais vous parler de politique, je vais vous parler de la République, je vais vous parler de la démocratie, je vais vous parler de la justice, je vais vous parler du pacte républicain lorsqu'il repose sur la responsabilité. C'est de cela que je peux vous parler en tant que ministre de la Justice. Plusieurs questions. Quand vous voyez qu'il existe encore, on l'a vu devant l'Assemblée nationale, si ma mémoire est bonne, des gens qui, pour la manif pour tous, continuent à s'indigner, lâchent des poulets, enfin, c'est un peu ridicule comme manifestation. Mais enfin, on sent que quelque chose ne désarme pas. Vous leur diriez quoi ce matin ? Je n'ai rien à leur dire parce qu'ils n'écoutent pas. Vous savez, il m'est arrivé d'en parler parce qu'il y en a qui se postent régulièrement sur la place Vendôme. Alors, il est arrivé, j'ai déjà eu des échanges, voilà, de quelqu'un qui me disait des tas de choses. Quand je lui explique, il me dit « Ah bon, oui, moi, je ne connais pas, mais enfin, bon, voilà. » Mais moi, je constate des exaltés. Ce ne sont pas des anti-mariages, ce sont des anti-démocrates. Ce sont des antidémocrates. Ce sont aussi des anti-républicains. La loi est votée. Elle s'applique. Elle s'applique. Combien de mariages ? Et qu'on puisse protester, je ne saurais pas vous le dire très précisément. Quelques centaines. Mais la proportion est un peu moins de 10% par rapport à l'ensemble des mariages qui ont été célébrés depuis la loi. Et on pensait que ce serait à peu près ça la proportion. Est-ce que vous considérez que les peines de substitution, voire une certaine forme de dépénalisation du cannabis, sont des choses utiles ? Alors j'ai vu qu'un journal, j'allais presque dire qu'il a des hallucinations, un journal me fait le procès de vouloir dépénaliser le cannabis avec un amalgame incroyable avec la commission Nadal qui fait des propositions sur la contreventionnalisation d'un certain nombre d'actes parce que la commission Nadal a réfléchi sur l'action du parquet. Bon, donc, mais bon, je ne vais pas commenter un journal qui a rompu avec l'information. Qui se veut organe de propagande. Mais non, moi j'ai une position très claire qui est liée, je l'ai déjà dit publiquement, un peu à mon tropisme territorial. C'est-à-dire que je viens de Guyane, j'ai déjà expliqué que la Guyane est sur la route des cartels, j'ai vu les dégâts de la drogue. Donc voilà, j'ai beaucoup lu. Est-ce qu'on passe de la drogue douce à la drogue dure ? Est-ce qu'on peut rester tout le temps dans les drogues douces ? J'ai bien vu comment les spécialistes, des médecins, des chercheurs étaient divisés sur ces questions-là. Donc franchement, je n'ai pas de position. Je pense que la responsabilité de la société, c'est de protéger la jeunesse et de faire en sorte que... Mais on sait des tas de choses depuis. On sait que le cannabis, parfois, en tant que médicament, vous savez qu'il y a eu un jugement récemment sur quelqu'un qui n'est soulagé que par le cannabis. On sait que le milieu médical... Non, je ne réfléchis pas parce que ça n'est pas mon rayon. C'est pour ça que c'est complètement ridicule de me faire un procès. Ce que je dis par contre, c'est que je ne comprends pas que dans un pays de débat comme la France, dont la culture même est d'aller au fond des choses. Et moi, je suis passée chez les radicaux de gauche. Le radicalisme, c'est d'aller à la racine des choses. C'est vraiment une doctrine de réflexion et de pensée. C'est la raison des Lumières. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans ce pays des Lumières, dans ce pays de la raison, politique. Dans ce pays de l'esprit critique, on refuse de débattre d'un sujet qui est un sujet de société. C'est cela que je ne comprends pas. Je trouve qu'il y a là une irresponsabilité et j'ose le dire, une lâcheté collective à ne pas vouloir s'emparer de ce sujet. Alors, voilà. Donc voilà ce que je dis. Personnellement, mon avis n'a pas de la droite, et je ne suis pas le porte-parole de la droite, c'est de dire au fond, la gauche est en train de nous installer alors la prostitution, le mariage pour tous, les débats de société, alors que l'urgence pour le pays, c'est le pouvoir d'achat, les impôts, etc., etc. Ces arguments, vous les connaissez. Pardonnez-moi de vous demander de répondre assez rapidement, parce que c'est ça la teneur du débat. Oui. Nous sommes l'économie, disent-ils, vous êtes le sociétal. Non, sauf que ce gouvernement fait beaucoup dans l'économie depuis le premier jour, et c'est une préoccupation permanente du président de la République. Mais vous avez vu le pacte de compétitivité, vous avez vu toutes les initiatives que ce gouvernement a prises. Donc la droite fait diversion, c'est tout. Mais c'est normal qu'elle fasse diversion. Elle est inoccupée. Au lieu de s'occuper à se recoudre, au lieu de s'occuper à se réorganiser, au lieu de s'occuper justement à apporter un certain nombre de réponses aux Français, parce que nous sommes dans une période difficile, où les Français sont dans l'inquiétude, dans l'interrogation, dans l'angoisse, où ils sont aussi dans le désarroi, parce qu'ils voient bien les difficultés matérielles, économiques, où ils s'interrogent et où on leur a fait croire pendant des
années qu'ils étaient devenus incapables, qui n'avaient plus d'ingéniosité, qui n'ont plus d'inventivité, qui n'ont plus de créativité, qui ne sont plus en état de définir leur avenir, qui sont dans le déclin. On leur a fait croire ça. On continue à leur faire penser qu'ils ne pensent plus que le monde est en noir et blanc, qu'il y a des gentils et des méchants, que c'est oui ou non. Les Français sont désemparés. Et je pense que même l'opposition a un rôle à jouer à ces moments, parce qu'il y a des réponses à apporter, il y a à revitaliser cette société, il y a à lui redonner confiance, parce que son destin est dans le creux de sa main, et c'est elle qui peut c'est cette société qui peut l'écrire, c'est ce peuple qui peut écrire son avenir. Merci beaucoup Christiane Taubira d'être venue ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de LCI avec la passion qui vous caractérise. Bonne journée à vous. Magali, on vous retrouve, Magali et Christophe bien évidemment, et Sophie Paolini sur Radio Classique dans un instant.